Chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va faire une séance de physique. Une séance destinée aux élèves du 4e sport. Ce cours est préparé par moi, Abdeslam Larbi, professeur de sciences physiques au lycée Jamel. Ce travail est sous la direction de monsieur l'inspecteur principal Fathi Pensala. Le titre de cette leçon, c'est les réactions nucléaires spontanées. On commence notre cours par un aperçu historique sur la découverte de la radioactivité. Et pour cela, je vous invite de suivre attentivement cette vidéo. Depuis la formation de la Terre, la radioactivité est présente dans toute la matière, celle qui nous entoure, celle qui compose le monde vivant. Tout est naturellement radioactif, le sol sur lequel nous marchons, l'atmosphère que nous respirons et les aliments que nous mangeons. Notre corps lui-même est radioactif. Ce n'est qu'à partir de 1896, grâce à la découverte d'Henri Becquerel, que la radioactivité est devenue un sujet d'étude majeur. Traitement de tumeurs cancéreuses et autres applications médicales, production d'énergie électrique et d'armes stratégiques de dissuasion, datation de vestiges archéologiques. Ces applications ont profondément marqué le XXe siècle. Comme d'autres à son époque, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen étudie les rayons cathodiques grâce au tube inventé par William Crookes vers 1875. En novembre 1895, lors d'une expérience, il découvre par hasard la présence de rayons inconnus, invisibles et distincts des rayons cathodiques. Il les appelle rayons X. Présentée à l'Académie des sciences de Paris, cette découverte attire l'attention d'Henri Becquerel, physicien français et spécialiste des phénomènes de phosphorescence. Il se demande alors si toutes les substances phosphorescentes émettent des rayons X et tente de le vérifier au cours d'une expérience réalisée en 1896 qui le conduira à découvrir la radioactivité naturelle. Becquerel utilise des sels d'uranium dont la phosphorescence a une très courte durée. Pour entretenir cette phosphorescence, l'échantillon doit être éclairé par le soleil. Et pour déceler leur rayonnement, il a recours à la photographie, un procédé dont il se sert couramment et qu'il maîtrise parfaitement. En janvier 1896, Becquerel enveloppe une plaque photographique dans du papier noir pour qu'aucune lumière ne puisse l'impressionner. Puis, il dépose dessus une plaque de cuivre et un échantillon de sel d'uranium. L'ensemble est laissé au soleil pendant plusieurs heures pour que l'échantillon soit stimulé par la lumière et reste ainsi phosphorescent. Lorsqu'il développe les plaques, il constate qu'elles sont impressionnées. Pour affiner ses résultats, Becquerel décide de reproduire l'expérience le 26 février. Mais ce jour-là et ceux qui suivent, le temps est très couvert à Paris. Comme il n'y a pas assez de soleil pour faire l'expérience, Becquerel range sa plaque préparée dans un tiroir. Le 1er mars 1896, le soleil n'est toujours pas là. Becquerel décide de développer quand même la plaque photographique, bien qu'il s'attende à la trouver faiblement impressionnée. Quelle surprise! La plaque photographique, qui n'a jamais été exposée aux rayons du soleil, est fortement impressionnée. Pour expliquer ce phénomène, Henri Becquerel émet une hypothèse. Avant d'être déposés sur la plaque, les sels d'uranium avaient emmagasiné une quantité considérable d'énergie lumineuse. Et c'est cette énergie, transformée en rayons X, qui a impressionné la plaque photographique. Pour vérifier son hypothèse, Becquerel dispose des composés d'uranium dans une boîte de plomb qu'il enferme dans son tiroir le temps que l'énergie lumineuse, éventuellement emmagasinée, disparaisse complètement. Ainsi, cet uranium ne pourra pas impressionner une nouvelle plaque photographique. 2 mois plus tard, Becquerel réalise l'expérience. Nouvelle surprise, la plaque photographique est quand même impressionnée. Becquerel retente l'expérience à plusieurs reprises et obtient le même résultat à chaque fois. Il en conclut que ce n'est pas l'énergie lumineuse emmagasinée par l'uranium qui impressionne la plaque. Becquerel élabore alors une deuxième hypothèse. Il suppose que l'impression de la plaque provient d'une certaine forme chimique des composants.
Pour tester cette hypothèse, il reproduit l'expérience avec plusieurs composés d'uranium, phosphorescents ou non phosphorescents, puis avec des corps phosphorescents autres que des composés d'uranium, comme la fluorine ou le platinocyanure de baryum. L'impression de la plaque se produit avec tous les composés d'uranium, phosphorescents ou non, mais avec aucun des autres composés phosphorescents. Becquerel a ainsi démontré que l'émission de rayons par les sels d'uranium n'est pas liée à la phosphorescence, que les rayons ne sont pas des rayons X, mais des rayons propres à l'élément uranium. Il les appelle rayons uraniques et communique ses résultats à l'Académie des sciences. Moins spectaculaires que les rayons X de Röntgen, les rayons uraniques de Becquerel suscitèrent, au départ, peu d'intérêt parmi la communauté scientifique. Il fallut attendre 2 ans et les travaux de Marie Curie, rejointe par son mari Pierre Curie, pour que l'importance de la découverte de Becquerel soit mise en évidence. En montrant que des corps autres que l'uranium émettent spontanément des rayons uraniques, ils ont défini plus précisément ce phénomène majeur de la nature qu'est la radioactivité, c'est-à-dire l'émission de radiation par une substance inerte sans apport d'énergie extérieure. Qu'a donc fait Becquerel? Il a suivi une démarche scientifique. D'abord, il a observé un phénomène et défini un problème. Ensuite, il a émis des hypothèses. Il les a testées jusqu'à résoudre son problème. Il a élaboré une théorie qu'il a ensuite validée. À partir de cette vidéo, on peut noter 2 événements qui ont marqué l'histoire de science. Le premier, c'est en 1896. C'est la découverte du premier élément radioactif, qui est l'uranium, par le physicien Henri Becquerel. Le deuxième, c'est en 1898, c'est la découverte d'autres éléments radioactifs, tels que le polonium et le radium, par les 2 physiciens Pierre et Marie Curie. De l'atome à la radioactivité. On va se rappeler, si vous voulez, des constituants de l'atome. Donc la matière est formée, comme vous le savez, par des atomes. Chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est constitué de 2 types de particules. Les protons, qui sont des particules chargées positivement, et les neutrons, qui sont des particules neutres. Les neutrons et les protons sont collés les uns aux autres grâce à une force de cohésion appelée interaction nucléaire, qui est généralement suffisante pour les maintenir ensemble. On dit que le noyau est stable. Certains noyaux contiennent trop de particules ou renferment trop d'énergie, de sorte que la force de cohésion n'est plus suffisante pour maintenir les protons et les neutrons ensemble. Ces noyaux sont des noyaux instables. Un noyau instable finit par libérer son trop plein d'énergie en émettant ces rayonnements. C'est le phénomène de désintégration ou radioactivité. Un rappel concernant la représentation du noyau atomique. Donc, un noyau atomique est représenté par les symboles de l'élément chimique de l'atome, de son atome. À gauche, en haut, on représente le nombre de masses qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. À gauche, en bas, on représente le nombre de protons.
A moins Z, ça représente le nombre de neutrons. Exemple, l'uranium 235, le symbole est 235-92. Il contient 92 protons et 235 moins 92, c'est-à-dire 143 neutrons. Le carbone, 14. Le symbole, c'est 14,6. Il contient 6 protons et 14 moins 6, c'est-à-dire 8 neutrons. Quelques définitions que vous devrez le retenir. À partir de ce qu'on a fait, une radioactivité est une transformation nucléaire spontanée d'un noyau atomique instable qui se transforme à un autre noyau plus stable avec émission d'un rayonnement. Le noyau radioactif est appelé un radioélément. Les différents types de rayonnement. On va décrire une expérience simple où on va mettre ici une substance radioactive dans un creuset. On va faire passer le rayonnement émis par cette substance dans un champ électrique créé par deux armatures, l'une chargée positivement et l'autre chargée négativement. On constate le premier rayonnement, il va passer dans le champ sans subir aucune déviation. Un deuxième va être attiré par l'armature chargée positivement. Un troisième va être attiré par l'armature chargée négativement. L'interprétation de cette expérience. Donc, le rayonnement obtenu au point A est formé par des particules chargées positivement, appelées particules alpha, constituées par des noyaux d'hélium, des symboles HED4. Le rayonnement obtenu au point B est formé par des particules chargées négativement, appelées particules bêta-, constituées par des électrons, des symboles E0 moins 1. Donc, les symboles des électrons en physique nucléaire, ce sont des particules qui ont un nombre de masse qui est égal à 0 et un nombre de charges égal à moins 1. Le rayonnement obtenu au point C est appelé rayonnement gamma, formé par des photons. Une remarque. Certaines substances radioactives artificielles émettent un autre rayonnement, appelé bêta+, formé par des particules appelées positrons ou positrons, des symboles E0 plus 1. La conclusion qu'on peut tirer à partir de cette expérience, c'est qu'il y a on peut distinguer 4 types de rayonnement. Le rayonnement alpha. Donc, un noyau se désintègre pour donner un noyau d'hélium. Le rayonnement bêta-. Donc, le noyau se désintègre pour donner un électron. Le rayonnement bêta+. Donc, le noyau se désintègre pour donner un positron. Le rayonnement gamma, comme on l'a déjà dit, il est formé par des photons. Pour avoir une idée sur le pouvoir pénétrant de rayonnement, je vous invite de suivre cette animation. Pour l'émission alpha. Donc, le rayonnement alpha est peu pénétrant. Quelques centimètres d'air ou une feuille de papier suffisent à l'arrêter.
l'émission bêta. Donc, le rayonnement bêta est stoppé par une vitre ou quelques millimètres d'aluminium. Le rayonnement gamma, il faut de fortes épaisseurs au béton pour l'arrêter. On passe maintenant au mécanisme nucléaire. On commence par les lois de conservation. Au cours d'une radioactivité, il y a toujours conservation de l'énergie totale, conservation du nombre de masse A, conservation du nombre de charges Z. Le mécanisme de la radioactivité alpha. Donc, un noyau pair XAZ se transforme pour donner le noyau d'hélium He2 plus un noyau fils YA'Z'. La loi de conservation du nombre de masses s'écrit A égale A' plus 4. La loi de conservation du nombre de charges s'écrit comme étant Z égale Z' plus 2. On passe à quelques exemples. Le rhélium 238, il est radioactif de type alpha. Il donne le thorium, plus le noyau d'hélium, bien sûr. La loi de conservation du nombre de masses s'écrit comme étant 238 égale à A plus 4. Ce qui donne A égale 234. La loi de conservation du nombre de charges s'écrit 92 égale à Z plus 2. Ce qui donne Z égale 90. Voilà le modèle de cette transformation. Donc l'uranium 238 donne le thorium 234 plus bien sûr un noyau d'hélium He2. Un autre exemple, c'est la radioactivité de radium, Ra226. Il se désintègre suivant une radioactivité de type alpha pour donner le radon. Pour chercher par exemple le nombre de charges Z de radium et le nombre de masses A de radon, on applique les lois de conservation de masse qui donne 226 égale à A plus 4, c'est-à-dire A égale 222. La loi de conservation du nombre de charges, comment elle s'écrit? Donc Z égale 86 plus 2, ce qui donne Z égale 88. Voilà le modèle de cette radioactivité. Donc le radium se transforme pour donner le radon, suivant une radioactivité de type alpha. Le mécanisme réactionnel de la radioactivité bêta-. Donc, un noyau pair XAZ se transforme suivant cette radioactivité pour donner l'électron plus un noyau fils noté YA'Z'. Les lois de conservation du nombre de masses s'écrit A égale A' plus 0, c'est-à-dire A égale A'. La loi de conservation du nombre de charges s'écrit Z égale Z' moins 1. Des exemples. L'iode 131
et radioactif du type β- pour donner les ions. La loi de conservation du nombre de masse s'écrit A égale 131 plus 0, c'est-à-dire A égale 131. La loi de conservation du nombre de charges s'écrit comme étant 53 égale à Z moins 1, c'est-à-dire Z égale 54. Voilà le modèle de cette radioactivité. Un autre exemple, le bismuth est radioactif de type β-. Il se transforme pour donner le polonium. Pour trouver le nombre de masses A et Z du polonium, on applique les lois de conservation, à savoir la conservation du nombre de masses donne A égale 210. La conservation du nombre de charges s'écrit 83 égale à Z moins 1, c'est-à-dire Z égale 84. Voilà le modèle de cette radioactivité. Le mécanisme de la radioactivité β+. Un noyau pair XAZ se transforme pour donner un noyau fils YA'Z' plus le positron. Les lois de conservation dans ces cas s'écrivent pour la conservation du nombre de masses A égale A', et la loi de conservation du nombre de charges s'écrit Z égale Z' plus 1. Voilà le modèle de cette radioactivité. Des exemples. Le phosphore est radioactif de type β+ pour donner le silicium. De nombre de masse A et nombre de charges Z. Si on vous demande de trouver ces nombres de masse A et ces nombres de charges Z, donc on doit appliquer, comme on l'a déjà noté, les lois de conservation. Donc la première, c'est conservation du nombre de masse, donne A égale 30. La deuxième, la conservation du nombre de charges, donne 15 égale à Z plus 1, c'est-à-dire Z égale 14. Ces réactions nucléaires vont se faire au cours du temps, suivant une loi. Donc, c'est l'évolution temporelle de la radioactivité. On commence par définir ce qu'on appelle la période radioactive. Donc, la période radioactive, ou la demi-vie, notée T, d'une substance radioactive, est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux initialement présents diminue de moitié. Donc, c'est une définition à retenir. C'est-à-dire, si on a initialement un nombre initial n0, après une période, il se divise par 2 pour qu'il devienne n0 sur 2. Après une autre période, ce nombre n0 sur 2 se divise par 2, il sera égal à 1,0 sur 4. Après une période, ce nombre se divise par 2, il sera égal à 1,0 sur 8, etc. On représente ce nombre de noyaux non désintégrés au cours de temps. Comme on l'a déjà dit, à t égale à 0, on a initialement un nombre 1,0. Après une période, ce nombre se divise par 2, il sera égal à 1,0 sur 2. Après
Une autre période, c'est-à-dire après 2 périodes, ce nombre se divise par 2, il sera égal à 1 0 sur 4, etc. Après une autre période, le nombre se divise par 2, il sera égal à 1 0 sur 8. Après 4 périodes, ça sera égal à 1 0 sur 16, etc. Donc si on joigne ces points, on obtient une courbe qui s'appelle la courbe de décroissance radioactive. Une idée sur les valeurs de quelques périodes radioactives, de quelques éléments. Par exemple, le radon 222, sa période est de 4 jours. L'uranium 234, sa période radioactive est de 245 000 ans. L'uranium 238, sa période radioactive est de l'ordre de 4,5 milliards d'années. Une application médicale basée sur l'érection nucléaire spontanée, c'est la scintigraphie. La scintigraphie est une méthode d'imagerie qui permet d'observer les fonctionnements d'un organe, tel que la thyroïde, les os, le poumon, etc., à l'aide d'un médicament radioactif spécifique détecté par une gamma caméra. Le principe de fonctionnement de cette méthode, on commence par l'injection de la molécule dont l'un des atomes est radioactif. La molécule se déplace vers l'organe du patient à visualiser. La molécule émet des rayonnements gamma dans toutes les directions. Seuls les 2 photons diamétralement opposés seront détectés à l'aide d'une gamma caméra. Un ordinateur, à travers un logiciel bien sûr, peut créer une image à 2 ou 3 dimensions de l'organe. Voilà ce qu'on a déjà dit. Donc on commence par l'injection d'un traceur radioactif. Puis le malade est déposé à une caméra. L'ordinateur va nous donner une image à 3 ou bien 2 dimensions. Pour mieux comprendre le principe de cette méthode, je vous invite de suivre cette vidéo où un médecin spécialiste explique davantage cette méthode. Je m'appelle François-Xavier Hanin, je suis spécialiste en médecine nucléaire. Médecin spécialiste en médecine nucléaire, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, alors qu'un cardiologue, un neurologue ou un gastro-entérologue, tout le monde sait immédiatement quel type de métier c'est. C'est un métier qui est peut-être un peu moins connu, mais qui pour moi est vraiment passionnant parce qu'il s'intéresse à des patients qui ont le cancer. Tous les patients qui sont suivis en oncologie, qui ont un cancer, vont devoir faire un examen ici en médecine nucléaire. La médecine nucléaire est une spécialité qui a 2 grandes parties. La partie la plus importante, effectivement, c'est la partie diagnostique. Et il y a une plus petite partie, qui est tout aussi importante, mais qui s'occupe de thérapie. Le principe général d'un examen, qui est le même pour tous les examens, c'est en fait d'administrer à un patient un produit auquel on aura greffé une petite molécule qui est radioactive. Pourquoi? Simplement parce que le signal que va envoyer ce petit produit pourra nous permettre de le suivre en dehors du patient. Une caméra, comme celle que j'ai derrière moi, va pouvoir enregistrer ce signal et suivre la manière dont cette molécule se distribue à travers le corps du patient. Toutes les procédures que nous faisons en médecine nucléaire dépendent de l'utilisation de radioisotopes. Un radioisotope, c'est quoi? C'est simplement un atome qui est un petit peu instable. Instable, ça veut dire que l'équilibre entre les protons et les neutrons n'est pas tout à fait juste. Et l'excès d'énergie qui se trouve dans cet atome, eh bien, il va s'en débarrasser en émettant une particule ou un photon. Et grâce à ces propriétés de cet isotope, on va pouvoir l'utiliser pour récupérer le signal qu'il va émettre pour pouvoir suivre une molécule qu'on a administrée au patient. Le médecin va voir en fait la manière dont le produit se distribue à l'intérieur du patient. Donc si on a injecté un produit pour le squelette, il va voir se dessiner uniquement le squelette. Si on injecte un produit pour le foie, il va voir se dessiner uniquement le foie. Et ainsi de suite en fonction de l'examen qu'on a choisi. Pour le diagnostic, on utilise des isotopes qui ont une émission qui est très légère, très peu irradiante, alors que pour les procédures thérapeutiques, on a besoin de radioisotopes qui vont pouvoir détruire les cellules cancéreuses.
On a donc besoin d'isotopes qui sont un petit peu plus agressifs. Quand on administre une dose de radioactivité, aussi légère soit-elle, c'est une dose en soi. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est une dose qui est minime et dont le risque est largement inférieur au bénéfice qui est apporté par les informations données par l'examen. On termine ce cours par un exercice d'application. Un exercice qui a été proposé dans un sujet de bac 2015, session contrôle. L'énoncé de cet exercice, les noyaux XAZ et HE24 se forment par désintegration d'un noyau de radium Ra 226-88 selon la réaction nucléaire modélisée par l'équation suivante. Ra 226-88 donne le noyau XAZ plus le noyau d'hélium HE24. Ce qu'on vous demande, premièrement, c'est d'indiquer en justifiant si cette réaction nucléaire est provoquée ou spontanée. Deuxièmement, préciser le type de la radioactivité d'uranium-226. Troisièmement, petit a, on vous demande de déterminer la valeur du nombre de masse A et celle du nombre de charge Z du noyau XAZ en énonçant les lois utilisées. Petit b, on vous demande d'identifier les noyaux XAZ parmi cette liste de noyaux. Quatrièmement, à l'instant t égale à 0, on dispose d'un échantillon contenant 1,0 égale 32 10 exposant 20 noyaux de radium-226, deux périodes radioactives, t égale 1599 ans. Petit a, on vous demande de définir la période radioactive d'un élément radioactif ou la demi-vie radioactive. Petit b, on vous demande de déterminer en année la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux non désintégrés est égal à 2 exposant 20 noyaux. On passe à la correction. Donc la première question, on vous demande d'indiquer en justifiant si cette réaction nucléaire est provoquée ou spontanée. Cette réaction est spontanée car elle se réalise en absence de toute intervention extérieure, c'est-à-dire le noyau Ra se transforme tout seul. La deuxième question, on vous demande de préciser le type de cette radioactivité. Donc regardez bien, puisqu'il y a émission d'un noyau d'hélium HE4, cette radioactivité ne peut être qu'une radioactivité de type alpha, puisqu'il y a émission du noyau d'hélium. Troisièmement, petit a, on vous demande de déterminer la valeur du nombre de masse A et celle du nombre de charges Z du noyau XAZ en énonçant les lois utilisées. Bien sûr, pour trouver le nombre de masse A, on applique la loi de conservation du nombre de masses comme on l'a déjà énoncé. Comment elle va s'écrire dans ce cas? Donc 226 égale à A plus 4, ce qui donne A égale 222. La deuxième loi, c'est la loi de conservation du nombre de charges. Comment elle va s'écrire dans ce cas? 88 égale à Z plus 2, ce qui donne Z égale à 86. Petit b, on vous demande d'identifier les noyaux XAZ parmi la liste des noyaux indiqués dans ce tableau. On a calculé le nombre de charges. On a trouvé 86. Donc le noyau ne peut être que le noyau de radon, symbole Rn. Voilà, Rn 222,86.
Quatrièmement, on vous demande de définir la période radioactive. Comme on l'a déjà dit, c'est une définition à retenir. C'est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux initialement présents diminue de moitié. Petit b, on vous demande de déterminer en année la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux non désintégrés est égal à 2 10 puissance 20 noyaux. Donc si on va remplir ce tableau, comme on l'a déjà dit, par exemple, à t égale à 0, le nombre de noyaux, c'est N0 qui est égal, suivant les données, 32 10 puissance 20 noyaux. Après une période, ce nombre se divise par 2. Il sera égal à 16 10 puissance 20 noyaux. Après 2 périodes, ce nombre se divise par 2 encore. Il sera égal à 8 10 puissance 20. Après 3 périodes, il sera égal à 4 10 puissance 20. Après 4 périodes, ce nombre se divise encore par 2. Il sera égal à 2 10 puissance 20. Donc, suivant la valeur qu'on vous donne, vous constatez bien que la durée, c'est 4 périodes, c'est-à-dire qui est égale à 6396 ans. Ainsi, la science s'achève. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne chance. Merci.